Les Instigateurs, podcast numéro 63. Aujourd'hui, on vous parle des pires conseils d'affaires. Vous écoutez Les Instigateurs, le podcast de contenu explicite pour entrepreneurs francophones. On parle des meilleures pratiques d'affaires sans dentelle ni gants blancs. On laisse de côté la rectitude politique, les conventions sociales, dans le but de briser les mythes et faire de vous de meilleurs entrepreneurs. Mon nom est Mathieu Dumont, son nom est Dave Ruel. Bienvenue sur le show. Salut, Bud! Hello, comment ça va, man? Ça va très bien, dude. Je suis en train de boire un café de la brûlerie Monroe de Shippagan, Nouveau-Brunswick, et mon ami Mathieu Noël. C'est ton spot que tu vas travailler les jeudis, ça? Non. Brûlerie Monroe, lui, il a sa brûlerie dans Cielo Glamping Maritime, qui est la business de glamping à mon ami Pat Gauvin. Et Pat a créé un hub, ce qu'il appelle dans le fond son hub, qui est la bâtisse centrale là, de sa business. Eux autres, ils font du glamping, donc les dômes, t'as vu, je sais pas si ceux qui me suivent sur Insta ont pu voir. Moi puis Karine, chaque année, on fait notre retraite de planification là, dans un endroit retiré. Puis là, on a été à Cielo, c'est la deuxième fois qu'on va. Et oui, finalement, Mathieu, après 2 ans, il a finalement réussi à avoir tous ses stamps pour pouvoir torréfier son café. Il a starté littéralement à le produire la semaine passée. Et puis là, je suis en train de goûter son nouveau Dark Roast Sumatra Mega, qui est, comme vous dites au Québec, c'est à coche. Ouais, en tout cas. Les gens qui disent ça, d'habitude, c'est ceux aussi qui écoutent Occupation Double puis qui vont au Beach Club, là. Fait que... Ah oui, c'est vrai. Mais pas... tu sais, je t'aime, donc je te donne le heads up. Mets pas ça dans ton langage courant, là. Non, c'est pas dans mon langage courant. Ça se dit même pas par ici, je pense. J'ai jamais entendu ça par ici. Parfait. Ouais, non, mais j'ai aucune, comment je pourrais dire ça? Je pensais que c'était plus répandu que ça. Ça l'a été, mais heureusement, c'est en train de die down. OK. Non, c'est une drôle de faune, ceux qui utilisent ça sur leur le langage fréquent. Ouais, mais comme moi, je suis encore stické dans les années 80. La dernière fois, j'ai utilisé en anglais, j'ai utilisé le mot stoked. J'étais stoked. Non, mais ça, c'est correct. Ouais, ça veut dire que ça se dit. Peut-être que je suis peut-être aussi has-been, mais je suis... Ouais. C'est un mot que j'utilise régulièrement. Mais ça a l'air, le mot stoked se dit plus nécessairement par les jeunes. Je sais pas qu'est-ce que c'est pas. Tu sais, quand t'es jeune pis tu trouvais tes parents pas cool, là, parce que I'm there, deep. Je suis là, tu sais. Pas grave. Yes. En tout cas, félicitations à mon ami Mathieu Noël pour sa compagnie de café. Le branding qui a été fait par Pat Gauvin aussi, c'est sur la coche! Fait que j'aime vraiment ça. Good job, guys. C'est le fun de voir des petites compagnies comme ça, locales, prendre leur envol. On va jaser de quelque chose qui me fait rire. On start light un peu, là, mais janvier, février, il y a quand même beaucoup de business qui vont se lancer. Souvent, les gens vont attendre au début de l'année pour starter leur projet d'affaires ou pour rechanger puis faire un pivot parce que justement, c'est plus simple avec la comptabilité puis tout ça. Donc, il y a beaucoup de choses qui se disent. J'entends beaucoup de choses, je vois beaucoup de choses passer. Il y a du bon, il y a de la grosse cochonnerie. Puis c'est pour ça que c'est comme, on va... Autant ceux que toi, on t'a dit, que ce que tu vois passer, on va essayer d'identifier les pires conseils d'affaires auxquels on est exposé ou ceux qu'on a peut-être... Honnêtement, peut-être même que toi, tu t'es fait dire puis que tu as acheté parce que ouais. You didn't know better at the time. Je suis en train de penser au conseil d'affaires. Moi, je suis très comme... Comment je pourrais dire ça? Je fais le stuff à ma façon. Comme, c'est très rare. Je suis bad pour ça des fois, puis des fois, je devrais écouter un petit peu plus, hein, mais bref, j'écoute pas grand monde. Comme, il faut que je me fasse mon idée, on va dire, avant d'avancer. Fait que j'ai hâte de voir ce que tu vas me dire, parce que là, je vais peut-être me dire, ben oui. Tu sais. Okay. Premier que j'entends régulièrement, puis que je suis comme,
pour vrai, c'est signe que la personne qui dit ça a pas de millage, là, très souvent, là. Fais ce que t'aimes. Vire ta passion en business. Mhm. Ça, je l'ai déjà effleuré un petit peu. À mon sens, c'est du gros nonsense, justement, parce que c'est très souvent la meilleure façon de tuer une des meilleures façons de tuer ta passion. Tu dois aimer ce que tu fais, mais t'es pas obligé de commencer une entreprise basée sur une passion. Vire ce que tu fais en passion, puis il n'y a pas de problème si ça vient par après. Mais si tu te dis, OK, moi, je mange du sujet A, B, C, je trippe, mettons, bon, sur le barbecue, je vais que faire du barbecue. La journée que ta business va commencer à avoir le moindrement de traction, tu vas te rendre compte que du barbecue, t'en fais plus parce que faut que Ouais, tu fasses de l'admin, faut que tu fasses du développement des affaires, faut que tu fasses ci, faut que tu fasses ça, puis ta business va t'éloigner de ta passion. ouais. À moins que tu aies des partenaires dès le départ qui te permettent, puis qu'eux prennent ce relais-là, mais la réalité, c'est que c'est pas tout le monde qui soit a ce luxe ou cette ouverture d'esprit en lancement d'entreprise ou en faisant un pivot. Donc, c'est toujours le premier qui me vient en tête parce que je vois trop de monde se péter la face. Puis je trouve ça triste parce qu'au final, tu perds à la fois un projet d'affaires, mais tu perds ton safe zone. Parce que normalement, ta passion, Ouais. c'est ce que tu utilises quand ça va pas bien. Mais si ça devient la raison pourquoi tu vas pas bien, il y a beaucoup de personnes qui perdent leur identité à la limite, là, d'une seule, avec juste un mauvais call, là. Mais je pense qu'il faut regarder dans un contexte spécifique avec de suivre sa passion. Parce que je suis pas nécessairement contre le fait de suivre sa passion. Ce que je vais call out, c'est plus le manque de réalisme par rapport à ce que ça va faire, comment les choses vont évoluer. Donc, quand tu as dit tout à l'heure, c'est tu vas monter ta business, souvent tu vas suivre par rapport à une passion ou même souvent un skill. Et des fois, une passion veut dire que tu as un skill dans cette passion-là, parce que tu as fait tes 10,000 hours d'une certaine façon. Donc, ça reste que quand même, c'est une avenue, je te dirais, même peut-être safe de pouvoir monétiser. On n'a pas obligé de monétiser sa passion, OK? Et puis, encore une fois, on peut être passionné, mais, comment je peux dire ça? Il faut avoir les skills. Tu sais, si je me disais, moi, hey, je suis un passionné de hockey, est-ce que j'ai les skills nécessaires pour monétiser ma passion pour le hockey in some way, shape or form? Basé juste sur ma passion? Définitivement pas. Tu sais, donc, ce serait une erreur stratégique d'aller dans une business de hockey. À moins que j'amène mon business IQ à une business de hockey. Ça, par exemple, là, tu tomberais dans un sweet spot d'une certaine façon. Tu comprends-tu? Fait que c'est là où il faut faire attention que comme on peut suivre sa passion, mais dans quelle mesure on veut œuvrer avec justement le thème de cette passion-là. Parce que c'est comme tu as dit, tu vas starter ta business, tu vas avoir les meilleures intentions du monde. Business will happen. Et puis là, d'un jour, graduellement, tu feras plus de ce que tu aimais. Tu vas arrêter de faire ces choses-là parce que justement, la business va commencer à take over. Et là, tes business skills vont commencer à se développer. La chose, par exemple, quand on start avec sa passion et qu'on devient un entrepreneur dans un sens, c'est qu'on va se découvrir probablement des nouvelles aptitudes. Souvent qui vont découler de cette passion-là, mais on va se découvrir de nouvelles aptitudes qu'on peut exploiter ensuite au niveau des affaires. Et là, on va se rendre compte, puis souvent une passion, don't get me wrong, mais regarde, toi, tu étais passionné de lutte. Es-tu encore aussi passionné par la lutte que tu l'étais il y a 10 ans? Absolument pas. Bon. Moi, avec le bodybuilding, même affaire. Quand j'ai commencé ma première business en 2007, quand j'ai commencé à me plonger dans le milieu du direct response marketing, j'étais un passionné fini de bodybuilding. Mais ça a duré un temps, tu comprends-tu? Après, comme je suis arrivé quand j'ai lancé ma première business, là, puis ça n'a pas été longtemps qu'une couple d'années après, là, la magie était plus nécessairement là, mais je me suis découvert des traits d'entrepreneur, surtout quand ça vient au niveau de la productivité, de la performance, qui
qui sont devenus ensuite, après j'en ai fait Efic dans le fond, j'ai pris ce package-là dans le fond et mon expérience que j'ai acquérie en une dizaine d'années de business pour créer Efic. Donc, si j'avais pas suivi ma passion, mais leveragé ma passion, peut-être que j'aurais peut-être pas découvert ce business skill-là qui est vraiment mon gagne-pain maintenant, tu sais. Oui, puis ce que j'aime, par contre, c'est ta prémisse de... Puis ça, je suis 100% d'accord. Au final, faut aimer ce qu'on fait, absolument. Mais si vous en êtes à votre premier projet, de découvrir à la fois qu'est-ce que l'entrepreneuriat et comment monétiser. Parce que c'est comme, tu peux monétiser ta passion sans nécessairement faire une business. Tu as des petits hobbies que tu charges sur site, c'est correct. Mais d'en faire une vraie business, c'est deux gros learning curves. Puis c'est ce qui souvent, un sera pas capable de suivre l'autre. C'est-à-dire, très souvent, c'est que tu vas avoir des personnes qui sont... Puis je veux dire, moi, à la limite, c'est une des bases de mon modèle d'affaires, ramasser ce monde-là. Là. Des personnes qui sont excessivement bonnes sur le technique, mais qui n'ont pas de vision. Ils n'ont pas de réflexes entrepreneuriaux. Donc, ça fait des personnes qui vont avoir une business, qui vont être capables de rouler fort probablement 2 ans, 3 ans, qui vont avoir des chiffres d'affaires corrects, mais qui ont la gueule, ça se fait, sont drainés. La charge mentale qui vient avec, ils sont plus capables de la tenir. Donc, tu sais, c'est un scénario qui est très fréquent et c'est un des gros facteurs pourquoi il y a autant de business qui ne se rendent pas à 3 ans aussi. Puis à l'inverse, ben, tu vas avoir ceux qui, justement, vont se rendre compte, OK, ma passion, j'aimais ça, mais je me découvre un côté entrepreneurial, puis que là, ma business plafonne parce que finalement, mes skills techniques sur ma passion, parce que je me suis développé à titre d'entrepreneur, je me suis pas développé à titre d'artisan ou peu importe quelle est votre passion, ben ma business sont pas faciles, commence à plafonner, puis c'est là que, dans ton cas, mettons, moi, c'est même que je vois ça un peu, t'as outgrow ta matière brute initiale, puis ultimement, ça, c'est le fun. Sauf que ça peut demander un pivot aussi, là. Oui, parce que je ne savais pas que c'était genre un super skill, un skill comme qui avait de la valeur, genre. Mais souvent, comme au lieu de regarder de la passion, faut mieux regarder au niveau de ses habiletés, de ses skills, de ce qu'on est capable de faire. J'ai écouté un podcast avec Mike Rowe qui fait Dirty Jobs. Ouais. Puis c'est un gars super éloquent, puis c'était le fun ce qu'il disait. Il dit comme follow your passion, il dit comme c'est pas nécessairement qu'il dit comme dans Dirty Job, j'ai rencontré des millionnaires comme t'as même pas d'idée. Un de ces gars-là, c'était un gars qui lavait des faux sceptiques. Il était freaking bon à laver, comme son entreprise était super bonne à laver des faux sceptiques. Il y avait un process. En tout cas, mais il dit comme, il y a personne qui est passionné de laver des faux sceptiques. Il y a personne qui aime ça laver de la marde dans une tank. So, qu'est-ce qui ramenait cette personne-là à être passionnée de sa business de continuer? C'était justement tout le côté développement des affaires, relation avec les clients. Soft skills, qu'est-ce qui est facile pour vous sans forcer puis sans même devoir essayer de l'améliorer? Tu as des affaires, tu sais. Je pense, l'exemple que j'ai tout le temps, Rémi Chassé. Vous le connaissez peut-être au Québec, c'est un chanteur. Cet style-là, il est bon dans tout dès le premier coup. Puis, tu sais, c'est correct. C'est juste que à plus petite échelle, on a tous au moins une chose pour laquelle nous, c'est ce cas-là. De dire, regarde, je sais pas, j'ai ramassé une guitare, puis au déjà au jour 1, j'étais capable de faire une coupe d'affaires. Des choses qui viennent naturellement pour vous, des aptitudes organiques, c'est là-dessus que vous devez capitaliser. Parce que ça va toujours être plus facile pour vous de vous développer dans ce secteur-là. Puis à partir de là, c'est de voir comment est-ce que je suis capable de la rentabiliser, de l'utiliser à son plus haut potentiel. Je veux dire comme ça. Puis tant mieux si je suis capable de l'attacher à quelque chose qui m'intéresse, à une passion, quelque chose comme ça. Sauf que ultimement, si vous avez les mains sur le volant, à faire quelque chose qui ne vous demande pas, je veux dire, mentalement d'effort, parce que c'est quelque chose qui est facile pour vous naturellement, c'est là que ça devient facile à soutenir sur une longue période aussi. Puis regardez des fois quand vous avez, au lieu de regarder au niveau de passion, regardez au niveau des solutions que vous avez. Parce que souvent, au lieu de dire la passion-là que j'ai, dans cette peut-être passion-là, dans cet intérêt, quelle solution vous avez pour vos clients potentiels ou vos clients existants? Qu'est-ce que vous pouvez amener sur la table qui offre vraiment une solution à un problème pour eux autres? Ça devient la business. Pas nécessairement la passion, mais le process de fixer, le process de répondre aux besoins de ces clients-là. Okay?
Par exemple, tu regardes quand j'ai starté dans le bodybuilding, c'était pas le bodybuilding qui était ma business. C'était l'univers, mais ma solution concrète, c'était les recettes et des meal plans. Okay? C'était très spécifique ce que j'offrais parce que j'avais ma façon à moi de faire des choses qui étaient uniques. Fait que le monde sont venus à moi par rapport à cette solution spécifique-là. Okay? FX, c'est la même chose. C'est pas nécessairement la productivité entrepreneuriale. C'est le fait d'avoir créé un système qui répond au cerveau entrepreneurial. Tu sais, la façon dont nous autres, on pense, on voit les choses, on a créé un système pour ça, qui va te rendre plus productif, mais la solution en tant que telle est très spécifique. Deuxième conseil c'est conseil pattern. C'est comme il est pas dit, mais les gens l'achètent, ce conseil-là, ou limitent trop facilement, je vais dire comme ça. Toute la notion du fake it till you make it, puis moi, je vais souvent ramener ça à un conseil qu'on m'a personnellement donné quand que je commençais. C'est comme, tu sais, Matt, t'as des tatous, t'as l'air un peu tout croche, tu devrais t'habiller plus professionnel. Oh, fuck. Pour vrai, genre, moi, encore à ce jour, c'est une des raisons pour laquelle je le fais pas, parce qu'on m'a dit de le faire, puis que c'est une philosophie sur laquelle je suis à l'opposé ben raide. Mais essayez pas de vous fondre dans la masse et tu sais, souvent ce que je vais voir, tu sais, un cas très classique, là, puis je leur enlève rien, c'est le fun, ils font ça pour les bonnes raisons, mais les gens de chambre de commerce, là. Des personnes qui viennent de se lancer en affaires, ils n'ont pas de chiffre d'affaires, puis Chris, les premiers investissements qu'ils vont faire, c'est aller se payer un gros suit trop fancy pour rien, puis le char, faut qu'il ait l'air d'être un char de l'année. Je suis comme, mais non, Chris, théoriquement, genre, joue pas plus haut que t'es capable, là. Va pas sur les big bets tables inutilement, tu vas juste te faire vider, puis c'est correct, tu sais. D'assumer où est-ce qu'on est dans sa progression personnelle, dans son marché. C'est correct. Ça sert à rien de essayer d'impressionner les autres. Les entrepreneurs d'expérience, ceux que vous voulez aller chercher, ils vous voient venir milieu à ronde. Honnêtement, comme moi, je vais beaucoup plus respecter quelqu'un qui démarre puis que, justement, tu sais, jeans t-shirt, là, ben correct, mon chum. Parce que c'est ça que tu devrais être présentement. Parce que plutôt que mettre 1000$ dans un suit, tu devrais le mettre dans l'optimisation de ton SEO. Tu as tellement d'investissements à faire lorsque tu es dans tes premières années que ça sert à rien d'essayer de flanter que genre, ça va bien. Non. Comment je pourrais dire? Joue selon ta capacité et tes ressources, là, je vais le dire comme ça. Là. Ouais. Mais ne soyez pas un wannabe. J'ai l'impression que c'est plus dans l'attitude parce que le suit devient l'extériorisation d'une attitude ou d'une façon de voir les choses. T'sais. Puis, bon, je peux dire ça. Don't get me wrong, mais moi, j'aime un three-piece suit comme j'aime les jeans troués avec une chemise de flanelle. J'ai pas, comment je peux dire ça? Dans le fond, c'est que je le fais pour moi. Mais, comment je pourrais dire ça? Jamais, par exemple, je porterais quelque chose pour impressionner telle ou telle personne. La façon de le faire, si vraiment c'est le but d'impressionner une personne, impressionnez-les parce que vous avez bâti. Impressionnez-les peut-être même par votre charisme ou votre capacité à communiquer. Des choses comme ça qui vont vous faire stand out. Un suit, si on prend l'exemple du petit jeune de la chambre de commerce qui start sa business, le fait d'avoir un suit ne te rendra pas plus comme... Le monde va pas vouloir faire plus... C'est pas plus intelligent, là. Non, puis le monde va pas vouloir faire plus de business avec toi. Comme honnêtement, moi, je vais plus router pour l'underdog, le gars qui est comme real deal avec une belle personnalité qu'un gars avec un suit qui est wannabe, là. J'ai l'impression que c'est plus dans l'attitude que dans le fait d'être, de ce que tu portes. On s'en calisse, là. Fait que, tu sais, comme je dis, assumez où est-ce que vous en êtes. Puis en même temps, c'est la personne qui fait ça démontre une intégrité, démontre une authenticité. Elle va attirer naturellement les gens qu'elle peut aider. C'est facile d'avoir l'eau jusqu'au cou quand que tu fakes
une expertise que tu n'as pas. Là, je fais attention de ne pas dropper des noms, mais il y en a beaucoup que je suis sûr que sans en mettre de votre côté, vous avez tous des noms et des visages en tête. Mais la journée que justement, vous essayez de projeter une image qui est au-delà de votre capacité à livrer, je vais le dire comme ça, c'est là que vous vous mettez vraiment dans une position très dangereuse. Parce que vous allez jouer au-dessus de ce que vous êtes capable de livrer. Donc, la gestion des attentes ne sera pas là. Vous allez créer de l'insatisfaction, fort probablement. C'est correct des fois de pousser sa limite, mais ça ne devrait pas être la normalité. De prendre un mandat de temps en temps, que c'est un risque contrôlé, c'est correct. Mais de dire que tous mes clients, je vais leur charger le gros prix puis le gros package, mais j'under-deliver, OK, good. Ton saut puis tout a fait que oui, tu l'as vendu fort probablement puis que tu l'as endormi jusqu'à temps qu'il signe le chèque. Mais la réalité, c'est qu'il va se réveiller puis il va avoir un esti de hard morning la journée qu'il va être rendu à mi-mandat puis il va voir qu'il n'y a rien qui avance. Donc, tu sais, d'assumer puis de respecter son positionnement puis son expertise, c'est correct de pas tout savoir aussi au début, là. Puis de pas être le gros success story dès le départ, là. Ça veut pas dire que vous pouvez pas aider des gens, là. Ouais. Puis souvent, c'est comme... Moi, j'aime beaucoup le fait comme de... C'est unassuming un petit peu. C'est que le monde, tu ne vas pas nécessairement paraître, mais quand le monde savent, c'est comme... Là, ça te rend encore plus attrayant parce que tu es comme, oh, OK, wow, il show pas off ce qu'il n'y a pas. Tu comprends-tu? Puis même quelqu'un qui joue, comment je te dirais ça, qui n'est pas ce que les personnes expectent par rapport à un niveau de succès, genre de. On va dire, oh, le millionnaire ira en soute, là, c'est bullshit, là. La trois quarts des gars que je connais qui sont comme super successful, là, comme. T-shirt blanc, jeans bleus, arabais. Tu saurais jamais, man. C'est comme, il serait avec moi puis tu n'aurais aucune colise d'idée comme, tu sais, combien d'argent ces personnes-là font, là, tu sais. Il faut pas se baser là-dessus. Après, comme, have your own style. Comme, il n'y a rien, il y a comme... Non, y a si rien t'aimes ça, les sauts puis tout, c'est correct. Mais ne te mets pas la... Tu sais, moi... Ne mets pas la pression exactement, ce n'est pas un requis. Moi, c'est sûr que, là, le point que j'adresse, c'est pour ceux que, justement, se mettent une pression de comme, ah, ben là, il y a un événement, il y a un 5 à 7 d'affaires, ah, ben, je vais aller m'acheter une chemise, je vais aller m'acheter un veston. Je suis comme, ouais, pourquoi t'as créé des dépenses pour du monde que ils vont te dire bonjour puis sont là pour sharker. Anyway, vas-y comme tu le veux, man. Puis genre, pour vrai, ceux qui vont venir, ben, ça va être un bon fit pour toi. C'est sûr, arrive pas là avec un gilet plein d'huile ou quoi que ce soit, mais comme je dis, il n'y a pas besoin d'aller l'extra crème, l'extra fromage, puis toute la patente, là. Ouais. Si tu as besoin de te créer des dépenses visuelles pour être capable d'aller chercher du monde, je vais le dire comme ça, il y a un problème avec ton modèle d'affaires. Yep. Ou ta proposition ou ton produit. Tu sais, les gens, s'ils achètent ton image et ils n'achètent pas la valeur de ta business, you're fucked. Oui, parce que on flétrit tout. Fait que ton modèle d'affaires, ça s'appelle qu'à 55 ans, tu vas être plissé puis on est toutes lettres. Fait que, ben, on n'est pas toutes lettres, là. Mais tu sais, je veux dire, c'est pas sustainable. En parlant de Rusty Blade, là, tu as mis ton post Rusty Blade is dead. Dans quel sens? Rusty Blade, l'influenceur ou. Ah, l'image. Je veux dire, je fais longtemps que je voulais ramener là-dessus sur. C'est-tu le côté d'image, mais parle-moi un petit peu. Ben. Je veux dire, j'ai fait plusieurs années sur Instagram, puis mannequin, blablabla. Puis le following que j'avais, les gens, c'est comme, ils ont une association de... Ouais. Okay, mais tu sais, je veux dire, je vais pas dire ce personnage, mais cette perception, cette image-là, que le following que j'ai, je veux dire, ça fait 2 ans que j'ai pratiquement rien posté. Je veux mettre ça clair, que genre, il n'y en aura plus de ça, là. Mais genre, est-ce que tu penses que, justement, le fait que tu apparais sur ce côté-là, sur les médias sociaux, c'est peut-être très liché, qui est juste basé sur l'apparence dans ce temps-là, puis c'est vrai que tu n'as pas beaucoup touché ce temps-là compte là, dans les dernières années. Il y a justement cette perception négative que tu n'es actually pas l'entrepreneur accompli que tu es, genre. Je sais pas, puis tu sais, honnêtement, c'est comme... J'ai de la misère à me positionner par rapport à ça. J'ai longtemps pensé que je devais juste sûrement... Le move à faire, c'était juste fermer ce compte-là parce que de 2015 à 2017, j'étais sous contrat. Genre, j'étais sous obligation d'entretenir cette image-là, ce qui m'a ramené des sous, des contrats, puis c'était bien correct, mais en même temps, j'ai toujours senti un disconnect.
Puis c'était de le garder le plus authentique face à la personne que j'étais versus les attentes et obligations contractuelles de l'agence avec qui j'étais. C'est une des raisons pour laquelle j'ai brisé mon contrat puis je l'ai pas fini. Mais je sais que je pourrais pas, tu sais, mettons quand on parle des fois trop se nicher puis trop être en personal branding, c'est un bel exemple. Je sais que je l'ai trop niché, mais en même temps, ça n'a jamais été l'objectif de pouvoir virer ça après sur l'entrepreneuriat. Mais je sais que ça, pour moi, ce n'est pas un asset de business. Ce n'est pas un asset d'affaires parce que je sais que la crowd qui me suit là n'est pas intéressée par l'entrepreneuriat. Elle est intéressée par les tatous puis la grosse barbe. Puis dans le temps que j'étais même pas en shape, mais genre, j'avais des beaux petits dimples puis c'est tout là. T'as des dimples et t'avais pas de nipples. Fait que, mais tu vois, comme c'est au niveau de la perception, justement. Comme moi, quand je t'ai rencontré, puis j'étais comme, yeah, ce dude-là est différent. Obviously, tu standais out. Puis j'étais comme, quand j'ai commencé à jaser, j'étais comme, yeah, ce dude-là est différent, puis fucking smart, puis cool, tu sais. Fait qu'il y a eu un facteur de différenciation où si t'avais été comme fraîchier, puis t'avais overdoué ça, j'étais comme, yeah, non, probablement douche, tu sais. Mm-hmm. So, il y a tout ce côté-là à comme, comment je pourrais dire ça, que moi, j'aime ça, le côté comme, faites justement ce qui, les mondes s'attendent pas à ce que vous faites, tu sais. Puis comme c'est une belle surprise de savoir, tu sais, hey, fais ça. Wow. Okay. Encore à ce jour, c'est des fois, tu sais, je veux dire, c'est tout le temps bizarre un peu tu rencontres un lead, un prospect, ou ben tu signes un client, puis c'est comme, c'est juste 2-3 mois après qu'elle te drop, qu'elle te suit sur Instagram, puis c'est comme, OK, fait que là, genre, ça fait 6 mois qu'on fait de la business ensemble, puis turns out que tu sais finalement de quoi j'ai de l'air à moitié tout nu. Je suis comme, bon, ça change la dynamique un peu, mais en même temps, c'est une dualité qu'il faut juste qu'à un moment donné, tu acceptes. Mais oui, en effet, quelqu'un qui... tu sais, moi, c'est un gamble, puis moi, j'encourage le monde à le faire. Baisser les attentes au début. Tu sais, je dis à quelqu'un qui... Tu sais de quoi j'ai de l'air, comme j'ai pas l'air... Je ne suis pas visuellement ce qu'un entrepreneur devrait être. On va le dire de même, là. Quelqu'un qui me rencontre dans un 5 à 7, je suis clairement pas la première personne à qui vient jaser. Mais j'ai cet effet de surprise-là, je vais le dire comme ça. Ouais. De comme, OK, je m'attends à rien de lui, qu'il a l'air sympathique, puis ça, clairement, ça doit être le genre d'entrepreneur, bon chum de brosse, puis pour ça qu'il lève la business. Puis là, les gens turns out, bon, on finit par se jaser un peu, puis OK, Chris, quand il parle, c'est intéressant. OK, il connaît bien des enfants. OK, tu sais, je l'ai jamais vu venir. Puis cette carte de surprise-là fait que ouais. Moi, c'est un filtre naturel minimalement. Fait que justement, j'ai pas besoin de faker rien. Je sais que les gens vont venir s'ils sont curieux, s'ils ont quelque chose à dire. Fait que j'arrête de perdre du temps avec du small talk. Ouais. Puis à l'inverse, du moment qu'on jase, d'habitude, je suis quand même assez confiant que je vais être capable d'avoir quelque chose d'intelligent puis d'intéressant à dire. Puis là, cet effet de surprise-là les rend hooked et les rend curieux. Et c'est eux qui vont initier le « Hey, on devrait aller prendre un café. Hey, mardi, mettons, t'as-tu du temps pour un call ou quoi que ce soit? » Fait que tu complexifies un petit peu je veux dire, en amont, l'attraction d'une personne, mais du moment que tu as une interaction avec elle, tu viens de faciliter énormément la conversion. Yeah. Puis, ce n'est pas stratégique, je veux mettre ça clair. Là. Moi, ce n'est pas une stratégie. C'est juste foncièrement comment je suis. Mais je suis capable de dire que, Chris, ça fait quasiment 15 ans que je suis en business. C'est ça le pattern qui se passe. Fait que je fais juste l'assumer, puis je l'utilise à mon avantage. Ça me sert à rien de me battre contre ça. C'est qui je suis. Mais exactement. C'est parce que c'est facile de rentrer dans un moule ou de se dire, je dois faire ci, je dois faire ça. T'sais, je vois ici quand je deal localement où c'est très, très classique, corporate, etc. Puis je suis comme, on essaie de faire des affaires, on a des meetings, puis je suis comme, j'ai pas la même vision, la même mentalité que beaucoup de monde, mais je vais pas me tamer down. Tu comprends-tu? Je suis comme, hey, moi, voici ma vision des choses. Je le parle comme ça, je le dis. Tu sais, la façon dont je le parle dans le podcast, c'est la façon dont je vais le parler dans un 5 à 7 ou la façon dont je vais parler dans un board meeting, là. Tu sais, puis this is what it is. Puis il y en a qui n'aiment pas ça. Puis c'est fine. Je suis comme, actually, j'aime ça que tu n'aimes pas ça. Parce que ça me montre que we're not meant to work together. Tu sais, je suis pas ce style de personne-là, mais il y a d'autres personnes, pour eux autres, c'est comme, j'aime ce style-là. J'aime le franc-parler. J'aime une autre approche. Tu sais, je suis zéro comme, tu sais, là, par exemple, on a dû monter un board là, pour la non-profit qu'on fait. J'haïs ça, man, les boards de non-profit. Tout ce qui est board
Je déteste ça. Parce que ça devient politique. Ben, c'est la notion de tu ne devrais pas dire ça en place publique, tu ne devrais pas être polarisant. Je suis comme, why shouldn't I? Écoute, je préside le board là, en ce moment, puis je dis, guys, je m'en calisse des formalités. Là. N'attendez pas des formalités. Si vous voulez des formalités, faites-les. I'm not doing that. OK? Let's go to the point. Là. Puis je suis comme, c'est clair. Puis je veux pas comment je pourrais dire ça? C'est la meilleure façon de filtrer avec qui tu peux vraiment avancer. Absolument. Et les personnes qui vont adhérer à ton style vont être comme fuck yeah. C'est là, je peux adhérer. Puis c'est la même chose en business que ça, c'est de builder une team avec ta business, etc. C'est comme si tu essaies de rentrer dans un cadre rigide, puis ça marchera pas sur le long terme. T'sais. On parle d'authenticité. Hey, fuck, j'ai ce mot-là aussi. Authenticité, mais comme honnêtement, l'authenticité, justement, c'est ça. Comme don't sugarcoat it, non. T'sais, don't sugarcoat it for the people. Je préfère voir tes vraies couleurs, puis je vais aimer ça. Ça veut pas dire que je vais personnellement être comme oh oui, ça, j'aime ça. Mais je vais beaucoup plus vouloir travailler avec quelqu'un qui est comme énoncer des faits. Essayez pas de préserver les émotions des gens. Puis ça, c'est, tu sais, il y a une phrase que je me suis pas rendu compte que j'ai dit, puis ça fait quelques personnes qui me l'envoient. Ne diluez pas la qualité de votre expertise et votre savoir au confort des insécures. Ouh, ça va dans le livre, ce site-là. Ça va dans le livre. Ce que ça veut dire, c'est que n'ayez pas peur de prendre position, même si vous savez que ça va déranger des gens. N'embarquez pas dans toute la notion de politiquement correct. Parce que ça fait qu'on fait juste... dès que vous embarquez dans cette game-là, là, vous êtes destiné à dire des demi-vérités, demi-mensonges en tout temps. On n'aura jamais l'heure juste. Prenez le risque et assumez la position d'être une personne qui est polarisante. Comme ça, il n'y aura pas d'ambiguïté. Les gens qui vont triper sur vous vont devenir des ambassadeurs. Les gens qui vont vous haïr vont amener à créer de la curiosité. Mais polarisant, moi je dis polarisant par authenticité et non pas polarisant par désir de choquer. Non, absolument. Ça, là, quand il y a du monde, c'est comme, je vais faire un post polarisant parce que justement, comme, choquer, comme, oui, ça va choquer. Si vous êtes authentique, ça va choquer par défaut. T'sais? Mais, regarde, at least tu refines ta crowd. T'sais? Absolument. Puis, quand quelqu'un qui le fait de façon stratégique, le problème, c'est que ça vient pas du cœur. Donc, la journée que, être polarisant, platement parlant, là, c'est sûr que vous allez devoir plus défendre un petit peu puis expliquer votre façon de réfléchir. Si vous le faites de façon stratégique, juste parce que, ça va créer un buzz, un peu comme un stunt, vous allez vous faire challenger et vous allez être shaky et ça va vous exposer. Puis ça, on les voit, là, honnêtement, puis ça aide personne, là. Il y a très peu de personnes que je méprise dans la vie, mais ceux qui sont sur cette liste, d'habitude, c'est pas mal un trait commun qu'ils ont, là. Faire des choses juste pour faire jaser, mais il n'y a pas de viande autour de l'os, là. Donc, soyez juste honnête face à vous-même. Ayez pas peur de camper vos positions. Voici ma vérité. Puis de là, au pire, ça va amener un débat, puis soit qu'on va vous faire progresser dans votre réflexion, puis vous changer votre fusil d'épaule, ou vous allez tenir votre bout. Puis la réalité, ce qui se passe, là, c'est qu'il y a bien du monde qui vont vous écrire en privé en disant « Hey, ça fait tellement longtemps que j'y pense puis que j'ai le goût de le dire, mais je suis pas game. » Puis t'inspires des gens. Puis de là, moi, à mon sens, il y a une espèce de momentum qui se fait, tu sécurises des gens, ton industrie va être mieux supportée. Il y a beaucoup de positives qui découlent d'une personne qui, justement, n'a pas peur de dire les choses comme elles sont. Comme je le dis, par contre, basez-vous sur des faits. C'est pas... à la limite, c'est même plus une prise d'opinion. C'est comme, voici la situation, même si je sais que ça va déplaire, puis je sais que ça va être une discussion qui risque fort probablement d'être difficile. Voici ce qui se passe, voici pourquoi ce n'est pas correct, voici ça découle de qui, et voici ce qui devrait être fait. Puis de là, à voir si les discussions qui en découlent, c'est des discussions qui amènent des points convergents ou divergents. Mais ou des points de discussion, tu sais. C'est comme moi, j'aime ça comme quand il y a justement une discussion qui s'ensuit. J'haïs le côté de comme... Personne n'a la vérité absolue, là. Si quelqu'un est juste polarisant, mais qui n'est pas ouvert à débattre, c'est un asshole. Non, mais en tout cas, on pourrait en parler longtemps, là, mais on le voit beaucoup ces temps-ci, que ce soit avec le coronavirus, que ce soit avec les élections américaines, que ce soit avec whatever. C'est comme... Fuck, man, des fois, c'est que... Il n'y a plus de place au débat.
Ben, c'est ça. En tout cas, on rentrera pas là. On va passer au numéro number 3. En fait, non, plus que 3 parce qu'on a spiné d'autres en cours de route. Là. Un que je trouve qui est très, très, très toxique. La croissance à tout prix. Ça peut être sur différents fronts. Le faux conseil, fausse prémisse que tu dois croître à tout prix, premièrement. Que la croissance, c'est l'indicateur de succès. Que tu dois croître le plus vite lorsque tu lances ta business. Moi, tout ça, c'est des affaires que je trouve excessivement dangereuses. C'est ce qui t'amène à avoir une business qui tient sur rien, parce que plutôt qu'optimiser tes affaires sur le sens du monde, t'as juste fait des ventes, puis t'as scalé ton chaos, comme on en a déjà parlé. La notion de croître, OK, mais croître, ça sert à quoi? Ultimement, si c'est juste ton objectif, c'est faire de l'argent, c'est quoi le montant qu'on juge qui est assez? Qu'est-ce que tu vas faire avec cet argent-là? De l'argent, tu l'as déjà dit, c'est le fuel. C'est le fuel pour quelque chose d'autre. Yep. Si tu veux juste croître pour croître, c'est quoi le endgame? Elle est où la destination? C'est comme c'est de l'abstrait. C'est pas actionnable. Ouais. Ça sert à rien. C'est difficile. Ça devient à la limite contre-productif parce que ça devient une pression malsaine sans qu'on comprenne pourquoi qu'on se met cette pression-là. Ça va démobiliser votre équipe. Tu sais, dans la vie, on en a déjà parlé, plutôt que faire un focus sur la croissance et tout, votre business, ça sert à quoi? C'était quoi l'objectif au jour 1? C'est ça qui devrait être beaucoup plus l'objectif réel en tout temps. La croissance, je veux dire, oui, c'est nécessaire. On a besoin de faire des sous. Puis une business qui arrête de croître trop longtemps, je vais le dire comme ça, parce qu'il y a plusieurs personnes, tu sais, puis je fais attention parce que un de mes anciens mentors, c'est un de ces liners qui a une business qui arrête de croître, est en train de mourir. Moi, personnellement, je suis pas d'accord avec ça. C'est correct de dire que stratégiquement, ce n'est pas l'objectif pour 1 an ou 2. Il peut y avoir des contextes où ce que croître, on n'en a pas besoin, c'est pas ça le focus pour l'instant. Là. Exact. Sauf qu'à l'inverse, il faut croire jusqu'à où. Puis de plus en plus, puis je dis ça, je suis peut-être complètement biaisé parce que je suis un entrepreneur qui est très business lifestyle. Je ne veux pas une entreprise de 30, 40, 50 employés. Je ne veux pas cette croissance-là. C'est quoi le maximum que je peux faire avec 12 employés? 15 employés maximum. C'est sûr qu'à partir de là, quand que je me mets cette limite-là mentale, ben ça limite potentiellement la croissance qui est possible avec. Mais en même temps, c'est des paramètres qui forcent la créativité de dire, bon, mais comment est-ce que je vais attirer le maximum avec ce paramètre-là? Moi, ça, c'est beaucoup plus intéressant que juste, OK, bon, mais je veux faire plus d'argent, je veux croître, je vais engager une autre personne, puis pour chaque personne que j'engage, ça génère 40-50 000 de profit par année, puis bon, c'est facile de penser que pour croître, il faut juste engager. Non. What's the point? C'est quoi l'objectif? C'est à partir du moment où le seul paramètre de croissance, c'est la croissance financière. C'est l'argent que tu mets dans ton bank account. Mm-hmm. Ça ne doit pas être le seul KPI que tu devrais avoir pour ta business. C'est pas comme ça que à mon avis, comme le problème, c'est qu'on quantifie dans le monde des affaires, on quantifie toujours le succès de l'entreprise à des chiffres. Mm-hmm. Okay? C'est souvent ça, c'est souvent des chiffres. Puis ça dépend des pays. Comme tu regardes, tu vas aux États-Unis, c'est gross revenue. Okay? C'est tout le temps, c'est ça. Tu regardes, je sais pas moi, dans le software, dans le SaaS, c'est le MRR mm-hmm. ou le ARR, Monthly Recurring Revenue, Annual Recurring Revenue. Une chose qui m'avait frappé, c'est quand j'avais été en France faire une conférence, puis on me parlait, puis on jasait avec des personnes après la conférence qui étaient là, qui avaient assisté, puis il y avait une question qui revenait tout le temps, mais j'étais comme, what the fuck? Combien t'as d'employés? I guess qu'en France, le KPI pour le succès d'une entreprise, c'est le nombre d'employés. Puis moi, j'étais comme weird question. C'est comme, il sort de question, tu sais. Parce que dans ce temps-là, j'avais vendu by Optimizers. J'avais restarté ma own business, dans le fond. Puis je suis passé de 16 à 2 employés, tu sais. Donc, moi, j'en étais un des deux, tu sais. J'étais comme,
Ah, c'est moi puis Cédric, tu sais. Fait que tu vois la perception des gens que comme, ah, ben, s'il y a juste lui puis Cédric, ça doit pas, tu sais, il doit pas être une compagnie que, non, ça va bien aussi. c'est comme, Tu peux être dans une bien meilleure situation financière et qualité de vie à 2 personnes qu'à 16. Hein. My God, souvent c'est ça que c'est, là, tu sais. Et ouais, j'avais été comme surpris de ça, que comme c'était le KPI ultime, tu sais. Puis hier, j'ai eu une conversation avec un de mes chums, qui est justement, sa business a été affectée par le coronavirus. Je donnerai pas de détails, je veux pas le qui ce que c'est, mais sa business a eu un petit peu de difficulté avec le coronavirus. Mais pour lui, c'est qu'on regarde, il dit, c'est certain qu'il n'y a pas de croissance financière, il y a moins de revenus. Cependant, il dit, c'est la parfaite opportunité pour moi de me débarrasser des C&D players. Mm-hmm. Et comme je peux pas, il dit, ça fait longtemps que la business était rendue tellement grosse, c'était une grosse machine, et je devais traîner des C&D players parce que justement, on n'avait pas le temps, ça allait juste trop vite et c'était trop gros, j'avais pas le temps d'optimiser. Pour ceux qui ne comprennent pas le lingo un petit peu plus technique, dans le fond, je vais te laisser définir ton C. Les C&D players, c'est des personnes qui ne performent pas. C'est plus des boulets dans l'entreprise que c'est des personnes qui sont vraiment comme, qui m'ont apporté une Ils viennent chercher le paycheck. Ils contribuent pas au-delà de ça. Exactement. C'est vraiment des comme, c'est capé, c'est juste des trading time for money type of people. C'est vraiment comme, c'est pas le genre de gens qui vont vraiment, que tu peux utiliser qui vont leverager d'une certaine façon. C'est pas des personnes qui vont croître avec toi dans l'entreprise. C'est des personnes qui sont généralement pas impliquées nécessairement dans la culture de l'entreprise. Donc, comment je pourrais dire ça? Des expendables d'une certaine façon, mais souvent, ils sont là, c'est des workers. Puis, t'en as besoin des fois, c'est correct, là. Ben, puis souvent, c'est comme, comment je pourrais dire ça? T'as un process, tu peux checker, tu peux engager et faire attention de ne pas engager des C&D players au départ, mais souvent, tu le sais pas. Puis c'est quand les personnes vont commencer à travailler que tu vas dire, hey, finalement, c'était comme, je pensais que cette personne-là allait être meilleure que ça. Puis c'est correct. Mais souvent, bon, ben, ils sont dans l'engrenage, puis tu es comme, OK, ben, je vais la garder, là, mais là, c'est ce qu'il a dit. Donc, dans le fond, il était comme, c'est la parfaite opportunité que moi, financièrement, je peux pas les garder. Il y a plus de place pour eux autres sur l'échiquier parce que, dans le fond, on joue une plus petite game, là, qu'on n'a pas le choix. Mais dit, pour moi, c'est la parfaite opportunité d'affiner mes process, d'aller vraiment 100% comme online au niveau de ces opérations comme ils voulaient faire, ou presque 100%. Et ça va rendre des emplois ou des personnes expendables. Ça va empowerer les bons, les A players, puis les B players. Souvent, je vois des B players plus comme des up and coming people, là, des personnes qui sont en croissance. Puis, c'est parfait pour lui, tu sais. Dans le fond, je sais pas comment est-ce que je me suis enligné à parler de cette... Comme quoi qu'il n'y avait pas de croissance financière, mais qu'au final, pour lui... Fait que quand tu regardes au niveau de croissance financière, non, il y a eu une baisse de revenus. T'sais, est-ce qu'il va se netter probablement l'année prochaine plus avec moins de revenus bruts? Possiblement. Parce que le simple fait de crisser dehors ton bois mort fait que tes joueurs, tes B-players et players vont être plus motivés. Eux, c'est un move qualité de vie pour eux. Ouais. C'est frustrant pour tes bons employés de voir que je vais dire, la ligne de standard minimale soit plus bas que ce qu'ils performent. Mm-hmm. Exactement. Pourquoi un A-player irait faire l'extra step, le 2-3 pas supplémentaires qu'il n'est pas obligé, quand il voit quelqu'un se traîner les pieds en arrière, puis que lui, dans le fond aussi, il passe selon les mêmes standards? Non. Fait que, au final, de dire, gars, on a cassé le bois dehors, on vous garde parce que, justement, le futur de notre business, on le voit dans vous. Comment est-ce qu'on fait pour tirer le plus de cette machine-là, puis de ce projet-là? Faut pas juste le mettre d'un point de vue corporate, mais d'en faire quelque chose de mobilisant avec une gang plus petite. C'est là que tu embarques dans l'optimisation. Puis en effet, ben, au final, tu nettes possiblement à employer pour employer. Puis ça me fait comme ça. C'est une discussion que j'ai eue avec Frank, un de mes chums récemment. Là, comme il me demandait si je calculais ça, la notion de revenu généré par employé. Pour l'instant, moi, non, parce on est en train de fermer la deuxième compagnie qui utilise un petit peu les mêmes employés, les ressources partagées. Je peux pas, mais éventuellement, oui, c'est quelque chose qui va m'intéresser. Parce que je trouve que c'est un bon
bien utilisé, ça devient un bon KPI de mobilisation. Mais ça peut être, c'est un bon comparatif. La seule chose à faire attention, c'est ne pas nécessairement rentrer dans une optique de squeezage Non. de performance de personnes. C'est pas l'objectif communiqué aux employés de comme, hey, ben, gars, là, cette année, vous avez généré par employé, je sais pas moi, 160 000. L'année prochaine, il faut que vous générez 170 000. Non. C'est un indicateur très administratif. Juste pour moi, c'est comme, c'est mon thermomètre dans l'eau. Ouais, c'est ça. Mais tu sais, c'est un thermomètre pour toi. C'est souvent ça l'affaire, c'est qu'on va utiliser un petit peu comme les chiffres, on va les mettre à notre avantage comme une carte de visite. Tu sais. Je l'ai déjà fait aussi, là, mais je le fais quasiment plus. Tu sais, où je parle très peu de finances ou de choses comme ça parce que tu rentres dans une optique de monovision et non pas de contexte global. Puis j'aime pas ça. Chaque business a un contexte spécifique. Une business qui génère moins de brut, mais qui génère plus de net, est super attrayante pour moi. Ça n'a pas de différence. Le nombre d'employés, ça ne care pas, c'est contextuel. Ça varie tout le temps. Ça varie tout dépendant de ce que tu as besoin de faire. Il y a des années où on ne grossit pas. Pourquoi? Parce que l'on doit plus travailler sur l'optimisation ou même la création de certaines choses, qui fait qu'on va moins peut-être focuser sur sales and marketing. Puis c'est correct dans une petite business de le faire. Fait arrêtez de tout regarder par rapport au seul paramètre qui est le revenu brut. Moi, en tout cas, ça n'a jamais été mon modèle. Puis j'ai comme... Il y a du monde qui dit « Ah ouais, on a fait comme... » je le sais, là, comme je connais du monde qui dit « Ah, non, je te niaise pas. On a fait 20 millions, 20 ou 21 millions, je ne sais plus comment ce qu'ils avaient dit une année, de revenus. » Ces personnes-là avaient dépensé 19 millions 600 000 en advertising. OK? Ben, je veux dire, c'est sûrement le net le plague de tout marketer, là. Hey, viens avec moi, mes clients génèrent je génère 300 000 $ de revenus par mois. Amen. Let me look at your things. Si c'est vrai, il y a quelque chose qui marche pas quelque part, là, parce que... Rien à dire. Ouais, mais ça dépend de la game. C'est contextuel. Si tu es un media buyer, ça devient une game de chiffres. Ça devient juste une game de chiffres. Puis cette entreprise-là, c'est une entreprise de media buying et puis c'était juste une game de chiffres. That was it. Mm-hmm. Tu comprends? Tu peux pas comparer ça à une autre business qui va faire 20 millions de revenus ou 21 millions de revenus avec des coûts opérationnels de 7 millions. Mm-hmm. Non, au final, admettons, quand je me compare avec certaines autres business dans notre secteur, on fait à peu près, dans certains cas, mettons, là, avec mes comparatifs, là, on a tout de bien... Notre chiffre d'affaires, c'est la moitié du leur. Fait qu'ils font 50% plus de chiffre d'affaires, mais je sais qu'on net le double de ce qu'ils font. Fait qu'au final, qu'est-ce qui est le plus intéressant? Donc, qui a la plus grosse business? Exactement. Comment ça vaut ta business? Comme, ben, nous, voici comment ça vaut. Puis comment tu génères par année? Je suis comme, mais Chris, nous autres, on génère plus que toi. On devrait valoir plus cher. Non. C'est quoi tes coûts d'opération? C'est quoi ton net? C'est quoi ton BAYA? C'est comme, t'as peu, là. Puis ça veut pas dire que la compagnie est nécessairement plus valable non plus. Mais non. Ça veut pas dire que tu vas la vendre plus cher. Il y a d'autres paramètres. Ça, tu vois, encore une fois, le fait qu'une business ramène plus de revenus veut pas dire que ta business vaut plus. Mais non. Et tout dépend. Il y a tellement de contexte par rapport à ces choses-là qu'une business qui a moins de revenus peut être beaucoup plus valable, que d'autres. Ça veut rien dire. Pourquoi Instagram a été vendu pour je sais pas combien de milliards que c'était, alors qu'ils avaient zéro revenu dans ce temps-là, très peu. Mm-hmm. Pourquoi? Parce que les paramètres sont pas financiers. Les paramètres sont dans la user database. Qui vont devenir financiers, mais c'est pas comme la valeur ou la valuation, c'est pas ça, c'est pas le nombre d'argent. Fait que j'ai l'impression que c'est un rookie mistake souvent de juste voir par le, how much money que tu ramènes. Oui. Mais sinon, juste en amont, la notion de va te chercher du financement avant, je suis comme, t'en as-tu besoin? Non. T'es comme, OK, si t'as absolument besoin d'un safety mental, bon, mais OK, mais c'est pas vrai que t'as besoin d'avoir un gros financement en amont. Puis comme,
Un safety. Oui, mais justement, un financement pour un safety. Mm-hmm. Justement, moi, je suis comme tout dépendant, mais tu regardes dans le milieu du online, si souvent, t'as pas nécessairement besoin d'un gros apport dès le départ. Moi, je dis bootstrap. Mm-hmm. Bootstrap dès le départ, tu vas voir la validité de ton entreprise. Tu n'as pas besoin d'aller chercher financement. Ça, il y a beaucoup de monde qui ont de la misère avec ça, de comprendre ça. T'sais, on parlait de ça clash des fois sur les board of directors avec moi. Ben, ça clash sur ce point-là. Moi, j'étais un bootstrapper, puis je suis comme, non, on bootstrap, man. Je suis comme, oh, ben là, il faut aller chercher le financement. Ouais, mais pourquoi? Comme, je suis d'accord, mais si c'est du gravy, oui. Si on doit rien à personne, puis on va nous donner de l'argent, oui. Mais comme, je vais pas aller chercher comme tant pour dire comme, oh, j'ai eu tant. Au cas, c'est parce que la réalité, c'est que tu vas l'utiliser. Comme tu ne réfléchis pas de la même façon quand tu sais que tu as 50, 60 000 à côté que quand tu en as 10. Fait que d'évaluer c'est quoi le coussin, le safety, parce que c'est correct, on veut pas se lancer à l'aveugle, parce que ça, c'est un move de cabochon, en effet, parce que vous allez avoir un stress financier, vous allez pas prendre des bonnes décisions. D'avoir un safety, c'est correct, mais d'avoir vraiment comme levé du financement, puis ça, c'est un critère pour aller de l'avant avec ton projet, ben ça, moi, à mon sens, c'est une erreur. Tu vas être plus dépensier, tu vas être plus cow-boy un peu en amont, ce qui va t'amener à moins valider. Ben, ça dépend de ton infrastructure, pareil aussi. Mais en général, souvent, comme tu vas valider ton esti d'idée avant de te strapper financièrement. Exact. Fait que, non, tu sais, c'est ça. Des conseils. Puis honnêtement, genre, là, je m'attends de votre côté à ce que ce soit très facile. Là. C'est quoi le pire conseil que vous avez eu? Là? T'sais, moi, ça, c'est des choses que ça me fait tout le temps rire. Je veux le savoir pour voir quel genre de cochonnerie il se dit. Puis je vais ajouter un step en plus. Laissez-nous savoir c'est quoi le pire conseil que vous avez eu. Et je veux pas de nom. Ben, si vous voulez le dire, libre à vous. Mais looking back, est-ce que cette personne-là était en position pour vous donner un conseil? Est-ce que vous auriez dû réévaluer la crédibilité de la personne? Et quel serait le conseil que maintenant vous donneriez à cette personne-là? Moi, il n'y a rien qui me satisfait le plus dans la vie que de me faire donner des conseils, que de recevoir des conseils que je n'ai pas demandé, de personnes que je ne respecte pas, pour faire complètement l'inverse. Et prendre 2 secondes de ma vie, puis je sais que c'est super malsain, là, mais gars, je suis fait de même, là, pour juste dire, hey gars, j'ai fait exactement l'inverse que tu m'as dit, là. Merci pour ton conseil, ça m'a expliqué quoi ne pas faire, voici les résultats qui en ont découlé. Meilleure chance dans tes prochains projets. Oh man. Ouais, mais souvent, c'est ça que c'est comme, faut tout prendre des conseils, faut toujours ramener ça à son contexte. Moi, par exemple, dans du coaching que j'ai reçu des conseils que j'ai pas appliqués, puis exactement comme tu as dit, j'ai appliqué vraiment quelque chose qui était pas l'inverse, mais qui était assez éloigné de ces conseils-là, puis ça a fonctionné. Mais ça m'a fait penser. Le conseil qui m'avait été donné, je suis comme, OK, oui, mais ce conseil-là ne s'applique pas nécessairement à ce que je veux en faire de ma business et aussi aux valeurs que je veux que cette business-là véhicule. That's it, non? Puis ça m'a fait penser à ça. Fait que ayez un sentiment critique par rapport aux choses. Là. Adaptez-les à votre contexte. Là. Ne suivez jamais, comme blatantly, là, comme tac au tac, là, Prenez pas ça comme une commande. OK, il m'a dit ça, je le mets en action là. Parce que regardez le contexte autour. Regardez la réalité que souvent, même vous autres, même, êtes capable de regarder. Même moi, quand je vais donner un conseil à quelqu'un en mentorat, puis cette personne-là me revient peut-être 2-3 mois plus tard, me dit « Dave, j'ai pensé à ce que tu m'as dit. Au lieu de le faire comme ça, je l'ai fait comme ça parce que il y a ça, puis voici les résultats qu'on avait. » Ça, c'est le best que je peux recevoir. Parce que ça m'a montré que cette personne-là, ça a développé, ça a ouvert un trigger, ça a ouvert une réflexion. Ça a ouvert une évaluation du contexte et dans le fond, qu'elle a pris sa propre décision qu'elle pensait être la meilleure. T'sais? Et ça, c'est, à mon avis, là, c'est la meilleure façon de développer un entrepreneur, ou de se développer en tant qu'entrepreneur. Fait ayez cette pensée critique-là, pensez pour vous-même, si on parle d'authenticité, mais
authenticité contextuelle avec votre business, avec ce que vous voulez faire, avec vos valeurs, toutes ces choses-là qui sont pas nécessairement visibles à la personne qui va vous donner un conseil. Fait que, ouais, you've got work to do, people. Je veux être capable de me sortir un beau top 10, là, des pires niaiseries qui se dit. Fait que, divertissez-moi. Ouais, puis peut-être qu'on sortira une série de t-shirts, pire conseil d'affaires. Décroche de tes gilets. Yes! Man, gilet, do not touch my tongue. It will happen, my friend. It will. At one point. Wrap it up. Un matin, je vais me réveiller, je vais être batshit crazy, je vais être popé. On aura un store. Anyway, on aimerait vous écouter vos pires conseils d'affaires que vous avez reçus. Ou même peut-être des fois que vous avez donné. Tu sais? Des fois, ça fait qu'on donne des conseils de merde, puis on s'est comme, hey, qu'est-ce que j'ai compté là? Tu sais? Parce qu'on ne le savait juste pas plus. Anyway, guys, bonne semaine, Matt. And on se parle la semaine prochaine. Yep. Salut! Goodbye! Vous venez d'écouter le podcast des Instigateurs. Ça vous intéresse d'en entendre plus? Alors n'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne, cliquez sur le 5 étoiles et surtout, nous laisser connaître les sujets que vous aimeriez qu'on aborde dans les prochains épisodes. Pour le faire, simplement qu'à nous envoyer un courriel à podcast@instigateur.com ou visiter notre site web instigateur avec un s.com.